Je suis François Ravaillac, j'ai 32 ans. On me traite de fou. Je suis pourtant le seul à voir la vérité. Dieu m'a choisi. Aujourd'hui, rien ne m'arrêtera. C'est clairement l'assassin le plus connu de l'histoire de France. Il a tué un roi, bouleversant le destin d'un royaume tout entier. Un homme ordinaire, consumé par une foi aveugle, prêt à tout pour servir ce qu'il croyait être la volonté de Dieu. Son supplice, particulièrement atroce, doit servir d'exemple et dissuader quiconque de suivre un chemin similaire. Pour comprendre son geste, il faut revisiter sa vie, mais surtout son époque. Une France déchirée par le traumatisme des guerres de religion. Découvrons ensemble la vie de François Ravaillac. Imaginez, vous vous promenez dans l'hypercentre parisien, vous avez envie de manger un petit encas du côté des Halles, dans le premier arrondissement, genre une poule au pot, et soudain, votre regard tombe sur cette plaque. Une simple plaque devant laquelle on passe sans vraiment y prêter attention. Et pourtant, ici même, il y a plus de 400 ans, s'est déroulé un événement qui a profondément marqué l'histoire de France. Nous sommes le 14 mai 1610 à Paris. C'est une journée ensoleillée et en milieu d'après-midi, le roi Henri IV quitte le palais du Louvre pour aller à l'Arsenal. Il souhaite rendre visite à son ami et ministre Sully. Ce dernier est bloqué chez lui à cause de la maladie. Il faut savoir qu'une grande fête se prépare à l'occasion de l'entrée solennelle de Marie de Médicis dans Paris le surlendemain. Le roi décide de faire relever les ridelles de cuir de fenêtres de son carrosse pour admirer les préparatifs. Forcément, les véhicules n'ont pas de vitres à l'époque. Il est 16h passées. Le carrosse s'engouffre dans la rue de la Ferronnerie. Une rue où les ouvriers travaillent le fer. S'il y a bien un endroit dans Paris qui se caractérise par la circulation difficile et les embouteillages à l'époque, ce qu'on appelait les embarras durant l'Ancien Régime, eh bien c'est ici. C'est une voie de passage qui ne mesure pas plus de 4 mètres de large. Très bruyante, très fréquentée à l'époque. C'est le cœur battant de la capitale. Ce que Zola nommera au XIXe siècle le ventre de Paris, sa vie. Problème, le passage est soudainement obstrué par une charrette de foin. Le carrosse royal se retrouve immobilisé et la plupart des valets, ils se pressent pour aider. C'est alors que surgit un étrange personnage à la barbe rousse. Il avait suivi le carrosse depuis le Louvre en attendant le moment opportun. Cette charrette de foin, c'est l'occasion rêvée pour lui. Il saute sur la roue arrière et poignarde le roi. La foule s'agglutine, des cris éclatent de toutes parts. L'agresseur aurait pu profiter de la confusion pour fuir, mais il reste là, figé, le couteau ensanglanté à la main. Immédiatement, un des officiers à cheval s'avance pour le transpercer, mais le duc d'Épernon, présent dans le carrosse, s'y oppose. Il faut interroger cet homme et le faire parler. Le roi, quant à lui, est transporté en urgence au Louvre où il s'éteint vers 16h30. L'assassin devient alors ce qu'on appelle régicide. Il a tué le roi. L'assassin est emmené à l'hôtel de Ré, puis à la conciergerie pour y être interrogé. Cet homme s'appelle François Ravaillac. Il est né vers 1577 dans une famille de petits notables d'Angoulême. Il est issu de l'union de Françoise Dubreuil et de Jean Ravaillac, un secrétaire greffier de la mairie d'Angoulême. Le petit garçon grandit dans une cité catholique perchée au milieu d'une campagne huguenote. La France est alors déchirée, divisée sur le plan religieux. D'un côté, les catholiques, et de l'autre, ceux qui ont adopté la réforme protestante, les huguenots. En résultent les 8 guerres de religion qui s'étirent de 1562 à 1598, durant lesquelles des Français se tuent pour Dieu. C'est une guerre civile. Les tensions religieuses s'ajoutent aux rivalités politiques. Plusieurs grandes familles nobles cherchent à tirer profit de l'affaiblissement de l'autorité royale après la mort d'Henri II. Et donc, ces guerres de religion accompagnent toute l'enfance de Ravaillac, dont Angoulême est l'un des théâtres majeurs. La ville a été mise à sac à plusieurs reprises par des bandes protestantes. La cathédrale a été canonnée en 1568 par l'armée protestante. Élevé dans un catholicisme strict, il grandit dans une hostilité prononcée envers les huguenots. La situation familiale se détériore brusquement en 1588 lorsque son père perd son emploi, devenu ivrogne et brutal. Il plonge toute la famille dans une grande misère. Ce sont alors les oncles de François qui lui permettent d'accéder à une véritable
éducation. Dès l'âge de 11 ans, il commence à travailler dans la justice et progressivement, il gravit les échelons jusqu'à devenir coursier judiciaire, une fonction qui l'amène à se rendre régulièrement à Paris. À 25 ans, il s'installe définitivement dans la capitale. À la surprise générale, Ravaillac abandonne son emploi en 1606. La raison, il souhaite entrer dans les ordres chez les feuillants, mais il en est rapidement expulsé. C'est à cette période de sa vie que semblent apparaître les premiers signes de troubles psychologiques. Il tente alors d'entrer chez les jésuites, mais c'est un échec. Sans travail, sans argent, il retourne sur sa terre natale, près de sa mère, séparée de son mari violent. Il y gagne difficilement sa vie en donnant le catéchisme aux enfants et vit dans un état proche de la mendicité. Pourquoi donc tuer le bon roi Henri ? Eh bien, Ravaillac affirme être guidé par des visions. Dans l'une d'entre elles, il croit recevoir de Dieu une mission, convaincre le roi de convertir les Huguenots et d'imposer le catholicisme comme unique religion du royaume. Ni une ni deux, en 1609, il prend son baluchon et monte à Paris pour tenter de rencontrer Henri IV, en vain. Ravaillac apprend au détour d'une conversation qu'Henri IV prépare une guerre liée à la succession du duché de Clèves et Juillet. Le roi soutient alors des princes protestants pour contrer l'influence croissante des Habsbourg catholiques. Un choix dicté par la raison d'État. Et pour Ravaillac, c'en est trop. Il est convaincu que cette guerre est directement dirigée contre le pape et les catholiques. C'est cette même raison d'État qui avait poussé Henri IV à se convertir au catholicisme plus jeune pour se faire sacrer roi de France. Pour les catholiques les plus intransigeants, il n'est pas le roi au panache blanc, ni celui de la poule au pot, mais un traître, un protestant déguisé qui a changé plusieurs fois de religion durant toute sa vie. Ravaillac baigne aussi dans une véritable culture du régicide, du tyrannicide, qui est très répandue à la fin du XVIe siècle, surtout depuis la Saint-Barthélemy. Tuer un souverain jugé tyrannique peut sembler légitime. Henri IV a d'ailleurs déjà échappé à une vingtaine d'attentats. Cette idée circule dans toute l'Europe et Ravaillac est convaincu que beaucoup de Français approuveront son geste, d'autant que le roi renforce l'autorité royale. Il pacifie le royaume avec force. Il s'appuie sur des conseillers comme Sully pour rétablir les finances. Et avec l'édit de Nantes, en 1598, il inaugure une politique plus autonome vis-à-vis du religieux, tout en accordant la liberté de culte aux protestants. Une évolution que Ravaillac, comme de nombreux catholiques très intransigeants, ne supporte pas, voyant en Henri IV non pas un roi, mais un tyran à abattre. Il vole un couteau dans une auberge parisienne et il hésite longuement. Il émousse son couteau, mais il confie son désir de régicide à un prêtre. Mais à la veille du départ du roi pour la guerre, il se convainc de passer à l'acte. François a-t-il agi seul ? Le Parlement le soumet à la question, mot gentil pour dire torture destinée à lui arracher des aveux. Les os de ses pouces sont alors broyés par des vis. Marie de Médicis, elle, réclame qu'on l'écorche vif. Pourtant, le verdict tombe. Le procès conclut sur l'acte isolé d'un fanatique. Mais la mort du roi arrange bien des intérêts. Elle évite une guerre coûteuse, impopulaire et alimente aussitôt des rumeurs de complot. En somme, Ravaillac a peut-être frappé seul, mais il est possible qu'un ou plusieurs complots aient pu être en marche à la même période. Vient alors le moment tant attendu, le supplice, le 27 mai. On le balade tout d'abord dans plusieurs lieux parisiens sur une charrette. On lui brûle la main avec laquelle il a poignardé le roi. La foule, en colère, l'insulte, le griffe, le mord, lui jette des cailloux, le frappe. C'est festif, tout le monde peut participer. Une fois arrivé sur la place de Grève, vient le supplice des brodequins. On lui écrase les pieds en les enfermant dans des planchettes. Ses pieds sont alors fracassés. Il hurle. Puis viennent les tenailles, on lui arrache les chairs, les mamelles, les bras, les cuisses, le gras des jambes, et ça continue. Vient le supplice de la poix, on lui verse du plomb fondu sur les blessures. Enfin, il est écartelé par 4 chevaux. Sauf que le gaillard, il est résistant. L'écartèlement dure donc 2 heures avant que son corps ne cède. Des morceaux sont dispersés par la foule, tandis que le reste est jeté au feu. La punition ne s'arrête pas là. Sa maison d'enfance est rasée, ses parents sont condamnés à l'exil, et le reste de la famille doit changer de nom de famille. Le patronyme de Ravaillac est désormais interdit. Le geste de Ravaillac plonge le royaume dans l'incertitude.
La nouvelle de la mort du roi se répand comme une traînée de poudre. Partout, les villes se mettent en défense, redoutant un retour du chaos religieux. On parle même de grande peur. Des troubles éclatent entre le 15 et le 25 mai, là où le souvenir des guerres de religion reste vif. La pacification entreprise par Henri IV paraît fragile. Le dauphin, futur Louis XIII, n'a que 8 ans. Il faut donc un régent et les prétendants ne manquent pas. Henri IV avait anticipé. Le 13 mai, il assiste au couronnement de son épouse, la veille de son assassinat. À 56 ans, sachant qu'il part en guerre le lendemain, Henri IV souhaite confier la future régence à la reine afin d'assurer la stabilité dynastique. Étonnamment, le royaume ne sombre pas, c'est la paix qui l'emporte, grâce à une réaction rapide du Parlement de Paris et de Marie de Médicis. 3 heures après l'assassinat, celle-ci est proclamée régente et le lendemain, le Parlement organise un lit de justice, une grande cérémonie officielle en présence du dauphin Louis. L'État maîtrise la communication et diffuse lui-même la nouvelle de la mort du roi dans tout le pays. Dans les semaines qui suivent, une réelle bataille des images s'engage. Marie de Médicis se met en scène avec son fils pour affirmer la continuité du pouvoir. Cette réaction rapide évite le chaos. Le geste terroriste de Ravaillac échoue, car la France ne replonge pas dans une nouvelle série d'affrontements religieux. Progressivement, les cités lèvent leur défense. Les Français et les Françaises confirment leur adhésion à la paix de religion et leur attachement à la pacification. Ravaillac, et c'est là toute l'ironie de l'histoire, en croyant abattre un tyran, eh bien il a accéléré la naissance de l'État royal. Ravaillac contribue malgré lui à l'essor de la monarchie absolue, qui culminera avec Louis XIV et la révocation de l'édit de Nantes. Mais ça, c'est une autre histoire. Plus tard, l'événement deviendra même un outil politique. Après avoir échappé à un attentat en 1858, Napoléon III commande une peinture rappelant l'assassinat d'Henri IV. Un avertissement clair à ses opposants, quiconque menace l'ordre encourt le chaos de la guerre civile. Voilà, c'était le 5e épisode de la série historique et immersive de Brut. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par une autre mort marquante de l'histoire de France, dites-le nous. À très bientôt.